Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et Paysannes et Paysans Suisses. Pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique. Présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous, nous espérons que vous avez passé un bel été. On est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Agriculture durable, l'émission qui s'intéresse aux enjeux de l'agriculture au XXIe siècle. Et aujourd'hui, dans notre dossier du mois, on s'intéresse à la technologie agricole suisse. On parle donc de robots. Comment sont-ils utilisés? Sont-ils devenus nécessaires? C'est les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans ce dossier du mois. Et puis ensuite, dans le chiffre déchiffré, on va s'intéresser à l'impact environnemental des pois protéagineux en Suisse, avant de se déplacer du côté du cornichon dans notre rubrique de la fourchette à la fourche. Et puis ensuite, on se retrouvera en fin d'émission avec notre rendez-vous agriculture et son invité. Voilà donc pour notre sommaire, il est temps maintenant d'aller retrouver nos invités du jour. Bienvenue sur notre plateau. Je commence directement par vous. Olivier Petermann, vous êtes agriculteur et député au Grand Conseil vaudois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec plaisir. Bonjour. Et sur ce plateau aujourd'hui, Maxime Dauteville, vous êtes expert en robotique à la Haute École des sciences agronomiques, forestières et alimentaires de Zollikofen. Bonjour Maxime. Bonjour. Et puis Nicolas Pavillard, agriculteur et coprésident du Conseil de vulgarisation agricole vaudois. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, merci. On parle donc aujourd'hui de technologie agricole suisse. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire concrètement? De quoi est-ce qu'on parle quand on dit ça? Alors la technologie agricole suisse, ça commence... ça peut être très large. Hein. Justement, c'est vaste. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Là, aujourd'hui, si on veut parler plutôt de la robotisation et de l'automatisation de certains processus, il y a certains processus qui ont été développés il y a déjà longtemps, et il y a des choses nouvelles qui viennent d'arriver, comme l'intelligence artificielle. Par exemple, sur notre exploitation, on utilise depuis 4 ans un robot de pulvérisation capable de détecter les mauvaises herbes à traiter. Maxime, alors là, on parle d'un robot spécifique, mais l'intelligence artificielle, c'est extrêmement large, donc tout est possible? Tout n'est pas possible, mais c'est vrai qu'il y a différentes catégories dans la robotisation agricole. On retrouve l'intelligence artificielle qui vient améliorer certaines machines utilisées par l'agriculteur, mais on peut également retrouver des véritables robots qui sont complètement autonomes, qui ont différents objectifs. Ça peut être remplacer simplement un tracteur, ou ça peut être un robot qui va apporter une plus-value dans un processus qu'on n'arrive pas encore à mécaniser. Et puis après, il y a l'élevage. Dans un endroit fermé, on retrouve différents robots pour améliorer le quotidien des éleveurs. Donc il y a vraiment plusieurs champs d'action. Et puis alors, ce qui peut sembler un petit peu paradoxal, c'est vrai que quand on pense à l'intelligence artificielle, à ces robots, on ne fait pas nécessairement le pont très naturellement avec tout ce qui est agriculture. Comment ça se fait? Les premiers robots qui ont débarqué, je dirais, qui sont arrivés dans l'agriculture, c'est surtout dans les exploitations laitières, avec les robots de traite, ça fait bientôt plus de 30 ans. Oui, donc c'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau. Et puis maintenant, ça peut s'améliorer, ça peut aller plus loin dans l'efficacité du travail avec l'intelligence artificielle qui aide à traiter toutes ces données, parce que un robot peut récolter beaucoup de données, mais s'il ne nous les vulgarise pas en tant qu'éleveur, ça peut vite déborder et nous faire beaucoup plus de travail que ça devrait nous l'alléger. Ça, c'est bien souvent la question, Maxime, c'est la gestion de toute cette data, hein, comme on l'appelle, qui est vaste. Il faut savoir la traiter. Il faut savoir la traiter, et puis c'est pour ça que ces robots sont souvent développés par des petites startups avec des ingénieurs qui créent des algorithmes. Si on prend le cas du robot chez Nicolas, le système, c'est des centaines de milliers de photos. L'algorithme va reconnaître en photographiant dans le champ une culture, et par rapport à sa base de données, il va réaliser une action en fonction de ce que lui commande l'utilisateur. Et c'est un processus qui est particulièrement complexe. Et c'est vrai que pour le grand public, ce n'est pas nécessairement évident. Quand on pense à agriculture, on ne pense pas à ce genre de robot, non ?
Pas forcément, parce qu'on voit toujours une image de l'agriculture épinal, comme on dit, je sais pas. Mais l'agriculture est souvent en avance sur toutes les nouvelles technologies. Si je prends l'exemple de mon papa, donc à la sortie de la guerre, ils avaient des outils. Ils traisaient encore à la main. Aujourd'hui, on traite au robot de traite sur notre exploitation. Donc, il a vu une évolution en 30-40 ans qui a été énorme. Et c'est souvent, ces nouvelles technologies viennent du fait de la demande de l'agriculture avec des petites start-up. Et puis, c'est vrai que l'agriculture est aussi ouverte souvent à essayer. Des fois, ça prend du temps, c'est énorme, c'est complexe, mais on aime ça. Et on va le voir, que vous l'aimez parce que c'est quelque chose qui se développe et qui ne date pas d'hier, comme on le disait tout à l'heure. C'est exactement ce que nous explique notre expert dans le sujet qui va suivre. Les robots ont un rôle important en Suisse, notamment dans le domaine de la production animale. Et voici pourquoi. En Suisse, les robots jouent un rôle important dans la production animale. On compte actuellement 3000 robots de traite. Et puis aussi, les robots d'affouragement sont en augmentation. Concernant la production végétale, c'est plutôt une production de niche actuellement concernant les robots. Mais c'est des robots très innovants et bien adaptés à des petites structures et des situations alpines. Par exemple, on a des robots de désherbage qui fonctionnent très bien, des robots de fauche pour la zone de montagne et des systèmes d'irrigation automatisés. Par rapport aux autres robots qu'on trouve sur le marché, les robots suisses sont légers, compacts, bien adaptés pour des petites exploitations et puis pour des terrains alpins. En conséquence, ces robots utilisent peu d'énergie, diminuent les besoins en produits phytosanitaires, diminuent les besoins en main-d'œuvre, ce qui est surtout important pour les cultures spéciales, et puis il y a des impacts moins importants sur le sol. Oui, il y a des collaborations entre ces startups et puis les agriculteurs. Il y a beaucoup de tests qui se font sur les terrains des agriculteurs, ce qui permet de faire des adaptations liées aux besoins de la pratique. Les coûts de développement pour les startups sont très élevés, mais il y a un soutien financier et technologique par InnoSuisse et par des instituts de recherche au niveau suisse. Agroscope collabore avec ces startups, notamment pour optimiser ces robots. Agroscope teste l'efficacité, la qualité du travail de ces robots, analyse l'impact sur les rendements, sur les sols et, le cas échéant, l'impact sur les besoins en énergie et les besoins en main-d'œuvre. De plus, Agroscope travaille sur l'harmonisation de l'utilisation de ces robots en lien avec la législation actuelle. Un exemple typique, c'est l'homologation des drones pulvérisateurs, où en Suisse, ces drones sont homologués depuis 6 ans. Dans nos pays voisins, les procédures sont seulement en cours. Des robots qui sont donc légers, compacts, adaptés au terrain alpin et aux petites exploitations, qui, a priori, va à l'encontre des idées reçues. En tout cas, ça peut être surprenant parce que ce n'est pas nécessairement ce qu'on imagine quand on parle de robots. Comment est-ce qu'ils sont utilisés, ces robots, en agriculture? Quels exemples concrets vous pouvez nous donner, Nicolas? Alors, sur notre exploitation, ils ne sont pas si petits que ça. Ils sont quand même crochés à un tracteur encore. Ils ne sont pas totalement autonomes, donc c'est un peu des semi-robots. On les utilise pour pulvériser. Ils vont prendre des photos de la culture présente et puis l'intelligence artificielle embarquée va décider où la machine va pulvériser. C'est quelque chose de vraiment nouveau. La machine, maintenant, elle voit, mais elle comprend aussi ce qu'elle voit. Et puis, après, il suffit de la paramétrer pour lui dire ça, on veut garder, ça, on veut enlever. Et la machine décide. Et ça, c'est totalement nouveau depuis quelques années. Et comment est-ce que ça a changé votre quotidien, au final? Alors, ça nous a ouvert de nouvelles perspectives pour réduire, par exemple, l'utilisation de produits phytosanitaires. Ça fait déjà bien des années que l'agriculture suisse fait des progrès à ce niveau-là. Par contre, là, le robot permet d'aller vraiment plus loin au niveau efficience, donc de garder vraiment une
production et puis quand même disons d'intervenir de manière très pointue. Et ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. Aussi pour la pénibilité du travail, ça a bien changé. Avant, on pouvait faire ça uniquement avec un pulvérisateur dorsal, donc on se promenait dans le champ pendant des heures. Ah oui, bien sûr. Et maintenant, ceci se fait en quelques minutes grâce à ce robot. Donc ça vous permet de dégager du temps aussi pour d'autres activités, peut-être pour analyser les données, Olivier. Alors on le disait tout à l'heure, hein, c'est pas nouveau, les robots agricoles sont là depuis maintenant plusieurs années. L'évolution, elle a été assez drastique sur 10, 20, 30 ans. Les objectifs de cette robotisation aujourd'hui, c'est quoi? Alors, le premier objectif, puis je pense que je l'ai vécu sur mon exploitation, c'était la main-d'œuvre. On a de plus en plus de soucis de trouver de la main-d'œuvre et de la main-d'œuvre qualifiée pour nous aider sur les exploitations. Du coup, on est parti un peu sur le robot. Mais en partant sur le robot, on doit trouver de la main-d'œuvre encore plus qualifiée parce qu'il faut arriver à travailler avec ces machines, à comprendre et tout. Et ça... Mais après, pour moi, le deuxième point le plus important, c'est surtout aussi dans la santé de l'éleveur. Donc, c'est la salle de traite, la traite, c'est pénible, ça use le dos, ça use les hanches, ça use les épaules. Avec le robot, on a une souplesse du travail, on a une souplesse de temps aussi, on peut réorganiser son temps. C'est clair que ça reste des vaches, il faut toujours s'en occuper, mais le robot permet d'assouplir des contraintes. Donc il y a une amélioration de la qualité générale, que ce soit qualité de vie, mais aussi qualité des produits que l'on va produire grâce au robot? Alors aussi, bon, ça c'est aussi une technologie qui se développe dans les salles de traite, c'est que dans le robot, tout est analysé, donc la rumination de la vache, combien elle a ruminé pendant les dernières 24 heures, le poids, la couleur du lait, la température. Et ça, c'est toutes des données qui nous donnent où on peut intervenir avant qu'on voie l'infection. Si je prends une mamite, une infection de la mamelle, le robot va nous rendre attentif que, attention, sur cette vache, il y a ça qui augmente, ou elle perd du poids, ou elle rumine moins. Une vache qui ne rumine pas, c'est une vache malade. Bien sûr. Et ça, c'est clairement des paramètres qu'on n'avait pas avant, ou en tout cas pas de cette manière-là. Maxime, est-ce qu'en Suisse, on possède une agriculture qui utilise beaucoup de robots, de manière générale? Alors, beaucoup, c'est un vaste terme. C'est vraiment, ça dépend dans quelles conditions sont utilisées la robotique. Dans l'élevage, je pense qu'on peut dire oui, il y a beaucoup de robots aujourd'hui, que ce soit le robot de traite, le robot d'alimentation, mais aussi les robots qui raclent le lisier. Et puis par contre, dans les champs, là, c'est un peu plus nouveau, c'est plus de la niche, c'est clair. Les robots tracteurs, je crois qu'il y en a 2 en Suisse. Les robots comme celui de Nicolas, beaucoup plus, c'est vraiment en développement. C'est en cours de développement, c'est ça. Et puis après, il y a d'autres types de robots autonomes qui fonctionnent à l'énergie solaire pour faire du désherbage, par exemple. Aujourd'hui, si on prend le cas concret d'un robot de désherbage pour la betterave, il y en a 9 en Suisse. C'est encore de la niche, mais c'est en expansion. Il y a 10 ans, il n'y en avait pas. Donc, alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est justement d'aller voir sur le terrain comment fonctionnent ces fameux robots, quels sont leurs atouts, leurs avantages. Vous allez voir qu'ils sont nombreux et conséquents et qu'ils permettent de répondre à de nombreux enjeux agricoles, comme nous l'expliquent les 2 sociétés actives dans le domaine. Un des problèmes de la cultivation en plein champ, c'est justement la dépendance de la saisonnalité des plantes et l'importation quand ce n'est pas possible de produire local. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'hydroponie où les plantes, ça pousse dedans l'eau. Et nous, chez Clean Greens, on a développé Greenova, le système d'aéroponie où la plante, ça pousse dans l'air. Elle est arrosée par bas par un système d'irrigation mobile qui fait des allers-retours en bas de la ligne de cultivation. Pourquoi l'aéroponie? En fait, il y avait déjà des technologies dans les marchés de l'agriculture pour faire pousser les tomates, les concombres. Il y avait déjà des technologies innovatives. Par contre, il y avait un manque sur les côtés salade et herbes aromatiques. L'aéroponie, ça permet d'avoir une complète oxygénation de la racine en utilisant 0 pesticides et en avoir une consommation d'eau moins importante, clairement comparée à les planchons, mais aussi à l'hydroponie.
Aujourd'hui, l'aéroponie, ce n'est pas seulement un concept. Clean Greens, il a déjà installé Greenova dans plusieurs parties du monde, en France, en Allemagne, en Suisse et en Koweït, où notamment on va construire la serre plus grande du monde en arrivant jusqu'à 24 000 m² de cultivation avec un système en aéroponie. Pourquoi l'aéroponie et pourquoi en Suisse? Alors, l'aéroponie, en fait, ça permet de cultiver dans des endroits où autrement ça ne sera pas possible, comme en Koweït, mais aussi de protéger la cultivation et de faire pousser des plantes dans un environnement contrôlé où est maintenant la même quantité et qualité homogène pendant toute l'année et avoir une production locale. En Suisse, peut-être, il y a encore la vue qu'avoir un système comme ça pouvait être artificiel, trop compliqué à l'utilisation, mais en fait, c'est un système à la portée de tout le monde. Alors, EcoRobotics vient répondre aux enjeux des agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont une mission bien spécifique à apporter à la société qui est de la production de nourriture, un besoin de nécessité de base, vitale. Et EcoRobotics vient s'inscrire pour les aider à faire face à leurs problématiques, pour améliorer leur système en les aidant à faire des économies de coûts, des économies de temps, des optimisations pour leur propre entreprise, en fait, pour leur propre business. EcoRobotics utilise une plateforme qui s'appelle ARA, qui est un robot tiré par un tracteur qui comporte 6 boîtiers caméras, 156 buses, qui vient analyser en temps réel ce qui se passe dans le champ au travers de l'intelligence artificielle, vient apporter un soin plante par plante pour traiter seulement où il faut. Avant, un agriculteur sprayait l'intégralité d'un champ pour faire un traitement. Là, on est sur un changement de paradigme parce que la machine est intelligente, elle sait ce qui se passe dans le champ. Ça nous permet de faire des économies d'intrants. On spraye seulement où on a besoin pour ce qu'on doit faire comme travail. Et aussi des économies de temps, aussi des économies de coûts qui sont très importants pour les agriculteurs et aussi un bénéfice pour l'environnement en utilisant moins de produits phytosanitaires tout simplement. ARA EcoRobotics traite plusieurs cultures, principalement du maraîchage, oignons, carottes, salades, betteraves, maïs doux. On continue à en développer, mais ça peut être aussi des mauvaises herbes spécifiques comme le rumex. EcoRobotics existe depuis 2014. Ça a nécessité une collaboration de compétences pour développer l'intelligence artificielle, une collaboration du coup entre un côté technique, un côté ingénieur, un côté agronome pour compréhension du champ et puis bien sûr après toute la collaboration avec les agriculteurs sur le champ pour leur expliquer ce que ça fait et pourquoi c'est un intérêt. Et c'est comme ça au final qui nous permet d'apporter l'intelligence artificielle sur le champ. Alors EcoRobotics est proche des agriculteurs pour leur apporter des solutions. Et on continue à développer des nouveaux algorithmes, des nouvelles cultures, de nouveaux marchés, de nouveaux pays pour améliorer le rendement, réduire les intrants et améliorer les effets sur l'environnement. Alors on comprend bien dans le sujet que pour parvenir à apporter des solutions qui permettent des économies en temps, en coût, mais aussi en préservation de l'environnement, le maître mot entre toutes les parties, c'est vraiment la collaboration. C'est aussi la collaboration entre les agriculteurs, entre les instances. Comment ça se passe? Quelle est votre vision à vous? Alors ma vision, c'est que oui, on est obligé de collaborer parce qu'il y a les développeurs, mais ça se développe déjà dans un ordinateur, sur du papier. Après, ces startups, elles doivent trouver une collaboration avec les agriculteurs pour faire les tests, pour essayer leurs machines. Après, comme on le disait, le coût est quand même élevé quand on démarre des nouvelles technologies. Donc là, il y a aussi le politique qui peut intervenir dans l'aide à l'investissement aux agriculteurs qui, après, derrière, ça va aider à acheter les machines et à collaborer avec ces startups qui développent ces robots dans l'agriculture. Maxime, votre point de vue par rapport à ça, le point de vue, on va dire, technologique, qu'est-ce qu'il faut pour parvenir justement à développer encore plus ? Ça, c'est clair, il faut un financement.
À la base, il faut pouvoir financer ces machines qui sont souvent hors de prix parce que innovantes et parce que c'est nouveau. Si on prend le cas, par exemple, à la HAFL, on est soutenu par l'OFAC dans certains projets. C'est des projets qui sont communs avec Agroscope, avec différentes parties prenantes suisses. Et dans ces projets, on peut investir dans des machines. On cherche des partenariats avec des agriculteurs et après, on réalise les essais en plein champ. Pour ma part, nous, on a fait pendant 6 ans des essais sur la réduction phytosanitaire par la robotique chez différents agriculteurs, dont Nicolas. On en a déduit des travaux de bachelor, on a des résultats scientifiques. Et puis, par l'utilisation de robots, on collabore avec les firmes. Et les firmes ont besoin de ces données pour justement upgrader leurs robots. C'est clair que les robots de première génération, il faut être clair, c'est pas fiable. C'est souvent en panne, on a ça tout le temps. L'évolution est très très rapide aussi, c'est ça. En 5 ans, on arrive à changer complètement le fonctionnement d'une machine pour qu'elle soit performante. Mais pour ça, il faut l'utiliser. Et pour l'utiliser, il faut de la recherche, des financements, des politiques, des agriculteurs. Nicolas. Voilà. C'est un processus passionnant, en fait, cette collaboration start-up, agriculteur et tout. Ça rend aussi l'agriculture, enfin, pour moi, c'est génial parce qu'on collabore avec des ingénieurs, ils modifient des modèles. Il y a de nouveaux horizons, en fait. Il y a de nouveaux horizons. Et puis, c'est aussi ces nouvelles machines, ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'elles évoluent. Donc, on peut avoir une mise à jour demain parce que les ingénieurs ont changé quelque chose, ils nous envoient la mise à jour sur la machine et la machine évolue. Notre pulvérisateur qu'on a acheté il y a 4 ans, c'est plus le même pulvérisateur aujourd'hui et il est capable de faire beaucoup plus de choses. Alors, il y a quand même une problématique de prix parce que très rapidement, mais si tous les 4 ans, il faut changer une machine qui coûte des millions, comment est-ce qu'on fait alors ? Alors, justement, peut-être ces mises à jour, ça permet déjà de upgrader la machine sans forcément la changer. Et puis aussi, les machines, je pense qu'elles sont utilisées pas seulement par un agriculteur, mais par un panel d'agriculteurs. Soit c'est une société qui achète la machine. C'est ce qui la rend intéressante. Voilà. Très bien. Alors, on va enchaîner déjà, ça va très très vite, je sais. L'impact carbone, c'est évidemment un sujet qui soulève de nombreuses discussions, notamment lorsque l'on parle de production de viande. Mais qu'en est-il pour les végétaux ? Nous nous sommes penchés sur le cas des pois protéagineux. Regardez. La demande en protéines végétales augmente fortement. Pour y répondre, on cultive des protéagineux comme le pois, la lentille, la févrole ou le lupin doux. Les pois protéagineux IP suisses se distinguent par leur impact environnemental plus faible, entre 50% et 28% de moins que certaines alternatives importées. Cette différence s'explique sur l'utilisation de pesticides. De plus, les pois protéagineux sont adaptés au climat suisse. Ils poussent jusqu'à 900 mètres d'altitude. Ils peuvent être cultivés seuls ou en association avec de l'orge. Leur capacité à fixer l'azote de l'air améliore la fertilité des sols et réduit les besoins en engrais. C'est un avantage tant pour les systèmes agricoles intensifs qu'extensifs. En valorisant les conditions régionales, la culture des pois protéagineux confirme que pour l'alimentation végétale aussi, la production locale est meilleure que les alternatives importées. Le pois protéagineux qui semble donc être le bon élève par excellence, moins d'engrais, moins de pesticides, adapté au climat suisse avec une production locale très avantageuse. Il n'a que des avantages, ce pois protéagineux. Alors, il n'a pas que des avantages. Ah, alors dites-nous justement. Mais il en a beaucoup. Nous, on l'utilise, on en produit pour nourrir en partie notre bétail, nos cochons. Mais le même pois peut être utilisé, on en livre aussi à IP Suisse pour de la protéine végétale. Donc, il a beaucoup d'avantages. Par contre, c'est une culture qui peut être parfois capricieuse, compliquée, et où la variabilité de quantité récoltée peut être très élevée. Compliquée de quelle manière ? Alors, ils tombent souvent malades. On les cultive sans pesticides ou avec le moins de pesticides possible au niveau contre les maladies. Et des fois,
on peut avoir une demi-récolte aussi, si les conditions climatiques ne vont pas avec. Oui, donc il y a beaucoup d'engagement pour un retour qui n'est pas assuré, voilà, on va dire. Est-ce qu'on a des chiffres, la production des pois protéagineux en Suisse, Maxime, en termes de surface? Alors, 2024, c'est d'environ 2300 hectares. Alors, proportionnellement par rapport à d'autres types de cultures? Je crois qu'il y a 170 000 hectares cultivés en Suisse, à peu près. Okay. Donc, on se retrouve avec 2000 hectares en conventionnel de pois et 300 hectares en bio. Et puis après, le pois, il a la particularité d'aussi être cultivé en culture associée, en mélange avec l'orge, comme on a vu dans le reportage. Ça, je n'ai pas de chiffres précis là-dessus. Mais ça reste encore aussi une culture un peu de niche, parce qu'il y a des enjeux qui sont... voilà, c'est pas une culture facile à conduire. Ouais, c'est ce qu'on a entendu. Et il faut aussi aborder le sujet. C'est une culture qui est peu rémunératrice, de par la grande variabilité des importations. Voilà, le pois est mal payé. Alors justement, par rapport à la production suisse et la production internationale, est-ce qu'on peut régater en tant que Suisse? Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le pois, il n'y a pas de droit de douane sur l'importation. Nous, on nous le paye environ, en fonction des années, 40 francs les 100 kilos, alors qu'en France, par exemple, il est payé à 27 euros. Les 100 kilos, voilà, c'est plus facile d'importer. Pas besoin d'avoir fait de grands calculs pour comprendre que la concurrence est haute. Qui veulent utiliser ça dans l'alimentation humaine, c'est souvent... En fait, on n'utilise que des sous-produits du pois, on n'utilise pas le pois en soi. C'est la protéine, l'amidon qui est utilisé. Et donc, c'est plus facile d'aller le chercher à moindre frais ailleurs. Alors, changeons maintenant de culture. Il fait croc, il fait crack. On l'aime surtout avec du fromage et il déclenche des passions chez certains. J'ai nommé le cornichon, bien évidemment. Retour sur son parcours dans notre rubrique de la fourchette à la fourche. Tout le monde adore manger des cornichons parce que c'est croquant, c'est vinaigré, c'est rafraîchissant et ça accompagne tellement bien une raclette. Bienvenue au domaine Cheval-Épité à Panteréa et Voiron. Nous produisons ici des grandes cultures, nous avons des vaches allaitantes, nous faisons de la vente directe, des asperges et des cornichons. Le cornichon, c'est un cucurbitacé, donc de la même famille que la courgette, la courge, le melon. Et voilà, c'est une grande famille où ils ne se ressemblent pas forcément tous au niveau de la forme, mais au niveau de la plante, c'est très similaire. Pour faire pousser nos cornichons, donc nous faisons des plantons ici dans cette serre. On va mettre 2 graines dans des bacs, donc dans du terreau. On va mettre 2 graines pour être sûr d'avoir au moins une plante qui va sortir. Ces plantons, ils vont rester ici pendant 3 semaines. Ils vont grandir, donc après 1 semaine, on aura déjà des premiers plants qui vont sortir avec une germination qui est vraiment très rapide. Et après 3 semaines, ils vont partir au champ pour être mis en terre. Après 3 semaines dans la serre, on arrive ici au champ. On va mettre en place des plastiques au sol avec un système de goutte à goutte pour pouvoir arroser ensuite la culture. Les cornichons sont donc plantés, donc chaque plante est mise en place. Elle va mettre 3 semaines pour se développer, donc elle va vraiment ramper sur le sol pour prendre place. Et de là, après ces 3 semaines, on va pouvoir commencer la récolte. Donc la récolte va durer à peu près 2 mois où on va ramasser tous les 2 jours sur chaque ligne. Donc ça se fait à la main. On a optimisé un petit peu la chose pour le confort aussi des ouvriers qui viennent. Donc on a des machines qui ont été construites par mon mari Michael. Donc c'est toutes des machines qui ont été construites ici sur notre ferme. Donc la première machine, on a pris à peu près 300 heures de travail pour la construction. Donc c'est de la récupération depuis un tracteur à gazon. Donc le moteur a été repris. Nous avons repris aussi d'autres éléments pour réussir à construire cette machine. On a fait plein d'essais pour le système de couchette, pour le système de conduite et on arrive à ce résultat-là. Donc la machine est autonome pour la conduite également. Donc c'est un des cueilleurs qui fait la conduite gauche-droite et l'avancement. Et puis sur les petites machines, elles sont totalement autonomes en énergie puisqu'elles sont électriques avec des panneaux solaires.
Donc les cueilleurs sont couchés à plat ventre et ils vont aller sélectionner dans les plantes quels fruits sont prêts en fait, pour être cueillis. Donc il y a des gabarits, donc on ne doit pas cueillir des trop petits, mais tout ce qui est au-delà, donc même les énormes vont être pris pour pouvoir permettre à la plante de refaire des suivants. Une fois que les cornichons sont récoltés au champ, on les achemine ici à la ferme. On va faire un premier tri où on va retirer ceux qui sont trop gros pour le calibre, donc qui seront donnés au bétail. Et puis on enlève également les queues. Donc comme on voit ici, lors de la récolte, tout d'un coup les queues viennent avec, donc on les retire. Et puis parfois on a des cassés ou d'autres éléments qui ne vont pas être bons pour la consommation. Donc on les retire à ce moment-là. Et puis le calibrage par taille se fera ensuite à l'usine. Donc là, le tapis arrive dans des palox. Et ces palox, ils seront acheminés ensuite à l'usine. Donc on a une remorque. Et ils vont être acheminés à l'usine à Aigle, donc chez Hugo Retzel, qui les mettra ensuite en bocaux. Alors Olivier, aficionado de cornichons ou pas? C'est bon les cornichons. Ah, qui n'aime pas les cornichons? On est d'accord, on est d'accord. Alors on a vu dans le sujet qu'il y a une machine qui a été développée par ces agriculteurs qui est assez incroyable parce qu'en fait ils ont vraiment créé la machine qui répondait à tous leurs besoins. Est-ce que ça c'est quelque chose de courant dans le monde de l'agriculture, on peut dire ça? C'est assez courant, je ne veux pas dire que dans chaque ferme, il y a une machine modifiée par l'agriculteur pour répondre à une spécificité de son exploitation, mais particulièrement justement dans ces productions de niche, ces petites productions où vous avez tout simplement pas de machine, ou alors vous trouvez des machines, je dirais, à l'étranger, où c'est disproportionné à la configuration suisse. Et le fait que ces agriculteurs développent ce genre de machine, c'est aussi ce qui va donner des idées plus tard aux startups pour dire « Ah, mais là, il y a un marché. » Par exemple, la conduite de sa machine, je pense qu'à l'heure actuelle, avec ce qu'on trouve comme technologie, elle pourrait avancer dans le champ que le cueilleur doit toucher un bouton pour la faire tourner. Mais comme toute nouvelle technologie ou nouvelle idée, il faut bien démarrer en bas. Et je trouve que ça, c'est un super exemple pour s'adapter à une spécificité d'une exploitation. Maxime, qu'est-ce que ça vous inspire d'un point de vue plus technique? Est-ce que c'est comme ça que les projets démarrent? Tout à fait. De toute façon, les projets démarrent toujours suite à un problème. On essaie de trouver une solution. Et puis la mécanisation, c'est souvent la réponse à la solution. Et puis pour la robotique, c'est exactement la même chose. On vient répondre à des besoins. Que ça soit ce qu'on parlait tout à l'heure, la main-d'œuvre, la précision, l'économie d'intrants. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est trouver la solution pour se faciliter la vie. Nicolas. Oui, c'est souvent des familles d'agriculteurs qui sont à la base de ces nouveautés, parce que c'est peut-être le frère qui a fait ingénieur, qui connaît la problématique, qui va tout d'un coup lancer une idée. Et puis, souvent, les petites entreprises, les petites start-up sont beaucoup plus agiles pour les nouveautés, répondre beaucoup plus vite aux besoins de l'agriculteur. Donc, c'est vraiment, ça part par en bas. Moi, je pense que l'exemple de la machine à cornichons, là, c'est vraiment... c'est un peu la base pour après donner quelque chose de beaucoup plus technologique, mais ça part de là, quoi. Mais après, il y a aussi ce besoin quand même d'une certaine mutualisation. Si on développe un appareil qui fonctionne, on ne va pas le garder que pour soi. On imagine que ce n'est pas les seuls à faire de la culture de cornichons quand même, non? Alors, dans le monde agricole, votre reportage va présenter cette machine. Je ne l'avais jamais vue, jamais, voilà. Et puis, ça va donner des idées à d'autres. Je pense qu'il y a d'autres agriculteurs qui font cette culture de cornichons. Je dis, ah ouais, ça a l'air pas mal, son truc. Puis, ils vont aller discuter vers lui. Puis, c'est comme ça que ça démarre. Il y a beaucoup d'échanges dans l'agriculture. Que quelqu'un développe un truc, le paysan est très curieux. Il va regarder ce qui se passe, puis se dire, ah ouais, ça pourrait être bien chez moi. Donc, quand on parlait de collaboration, c'est vraiment ça, mais à tous les niveaux, on est bien d'accord. Totalement.
Alors, il est temps maintenant d'enchaîner et de retrouver notre rendez-vous agriculture et son invité. Chaque mois, l'autrice ou l'auteur de l'un des chapitres de Culture paysanne, un ouvrage à paraître cet automne, nous rejoint sur le plateau. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre 6e invité en la personne de Philippe Quesnel. Bonjour Philippe, bienvenue. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université de Lausanne et vous êtes coordinateur du projet de la revue historique vaudoise sur les cultures paysannes. On en parle maintenant depuis quelques mois sur ce plateau. On est content du coup de vous recevoir. L'ouvrage Culture paysanne, on l'a dit, sortira cet automne. Le but de lancer un tel ouvrage, c'était lequel ? C'est de combler un manque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de l'agriculture dans le canton de Vaud. Et puis, le but est assez ambitieux, puisqu'il s'agissait de partir de l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est vaste. De ce point de vue-là, c'est vrai que c'est intéressant de faire un point de la question et de voir quelles sont les périodes qui sont plus ou moins traitées, moins bien traitées. Nous avons un article de fond passionnant pour l'Antiquité, un autre pour le Moyen-Âge. L'essentiel du volume porte sur la période dite moderne, c'est-à-dire avant la Révolution française, contemporaine et jusqu'à nos jours. Et vous vous êtes basé sur quel type de sources? Parce que quand on couvre une aussi grande période, il faut travailler sur des archives, mais est-ce qu'on en a? On se base sur la littérature secondaire, mais surtout on se base sur les sources des auteurs qui ont été sollicités à cette occasion et qui sont très divers, qui viennent d'horizons vraiment très divers. Il y a des auteurs qui viennent bien sûr des milieux des historiens académiques, mais un certain nombre d'auteurs viennent des milieux agricoles. C'est un volume qui traite à la fois de l'agriculture en tant que pratique, comme on en a parlé tout à l'heure, pratique physique et économique, mais aussi des représentations de l'agriculture à travers, par exemple, la littérature, à travers la photographie, à travers aussi d'autres domaines, par exemple l'architecture. Alors justement, pour le choix des sujets, le choix des auteurs, vous vous êtes basé sur des sources existantes ou vous avez été creusé pour aller découvrir des choses qui n'avaient peut-être pas été mises à jour? On a sollicité des auteurs, on avait quelques idées sur des sujets qui nous semblaient importants et intéressants. Malheureusement, pas les cornichons et les robots. Ce sera pour le volume 2, point 02. Mais en effet, on a simplement récolté, pour utiliser une métaphore, les travaux de spécialistes qui actuellement travaillent sur des questions comme le blé, la culture laitière, l'aménagement du territoire, etc., etc. Alors vous disiez que cet ouvrage partait d'un manque. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des moments charnières dans l'agriculture vaudoise que l'on ne connaît peut-être pas ou peu? C'est difficile parce que quand vous faites de l'histoire, vous êtes confronté à des histoires, l'histoire économique, l'histoire sociale, l'histoire politique. Donc c'est très difficile de montrer des moments de basculement. Mais il y en a entre 1750 et 1850 avec la première révolution industrielle. Et puis autour de 1900, avec l'apparition des regroupements politiques paysans, l'Union suisse des paysans, puis un parti politique qui va porter leur parole. Et donc la guerre aussi, qui est un facteur essentiel, qui va montrer le rôle, l'importance des femmes dans la production agricole. Et puis bien sûr, depuis 1990, en gros, la déréglementation, la mondialisation, et puis le problème du dérèglement climatique, évidemment, qui impacte très directement les pratiques. Alors très rapidement, pour conclure, on imagine qu'il y a quand même un but avec cet ouvrage. Est-ce que c'est celui de renforcer les liens, fameux liens ville-campagne? Est-ce que c'est votre espoir en tout cas? Les liens entre la ville et la campagne ont toujours existé. D'ailleurs, à Lausanne même, on parle d'agriculture urbaine. Ça peut sembler complètement paradoxal comme expression, mais l'agriculture urbaine existe. Elle a le vent en poupe. La campagne a toujours été dans la ville. Et la ville dans la campagne. Et donc, de ce point de vue-là, il ne s'agit pas de polariser des points de vue ou des cultures, mais de montrer dans quelle mesure elles sont nécessaires. Et elles travaillent ensemble, elles ont toujours travaillé ensemble, avec quelques frictions, évidemment, inévitables, mais qui sont toujours solubles.
Alors moi, je dirais qu'on va conclure avec ce mot qui nous a accompagnés pendant toute cette émission, qui est celui de collaboration. Donc merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci d'avoir partagé vos différents points de vue. On souhaite évidemment plein succès à la sortie du livre qui arrive d'ici très peu de temps maintenant et on se retrouvera pour en parler encore. Merci aussi à vous de nous avoir suivis aujourd'hui pour ce numéro d'Agriculture durable. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission qui parlera des étapes de mise en marché des céréales. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et Paysannes et Paysans Suisses. Pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique. Présente Agriculture durable.